bonsoir à vous tous et merci de votre présence. Toujours très réconfortante. La Somme avec la Selle à Renancourt, la Mai à Crécy et à Rue, une archéologie de l'eau. Ma lecture, je la place sous le signe de la géologie et de l'archéologie. S'il y a un lieu légitime pour le faire, c'est ici, en Picardie, où d'un côté nous sommes entourés d'un réseau de fleuves et de rivières, de l'autre nous nous trouvons aux fondations de l'archéologie. Mais allez-vous me demander comment pouvez-vous parler d'une archéologie de l'eau qui est l'élément fuyant et élusif entre tous, par comparaison avec cette science de la Terre, des marques du passé dans la Terre, qu'est l'archéologie. Il y faut la poésie, assurément. Il y faut quasiment un double coup de force de la poésie, joignant la métaphore à l'oxymore, pour rapprocher deux éléments aussi opposés que la terre et l'eau. Avec cette excuse dans mon cas, que rapprocher l'archéologie et l'eau n'est pas un acte poétique gratuit, mais a pour mobile profond mon extrême sensibilité au temps, ma volonté obstinément exploratrice de cette grande planète inconnue qu'est le temps. Plus je vieillis, plus je m'émerveille du temps. Rien d'exceptionnel, direz-vous. Vous avez hérité, comme nous tous, de ce bref fragment de temps qu'on nomme la vie. Depuis des millénaires, les poètes ont pour habitude, métier même, de déplorer la brièveté de la vie. C'est le sujet principal du lyrisme, la fuite du temps, repris sans cesse dans toutes les traditions poétiques depuis les Grecs et les Romains. Dans la tradition française, c'est un thème majeur, de Villon à Ronsard, de Lamartine à Verlaine, sans même évoquer la chanson populaire. Oh, ce temps-là, j'ai envie de l'appeler le vieux temps. Existe en effet une version plus neuve et plus ancienne à la fois, plus neuve parce que découverte au XIXe siècle, donc hier, plus ancienne parce que cette version donne un sacré coup de vieux à notre histoire, en la faisant reculer dans la nuit des temps, autrement dit, la préhistoire. Vous le savez, cette notion de préhistoire a été mise en chantier en Picardie, à Abbeville et à Amiens, grâce aux intuitions du génial Jacques Crèvecoeur de Boucher de Perthes. Je donne son nom en entier. Secondé par son jeune ami médecin Casimir Picard, et poursuivi par leurs successeurs locaux, le Perronnais Victor Caumont, l'abbé clermontois, Clermont-de-Loise, Henri Breuil, l'Amiénois Roger Agache, entre des dizaines d'autres. Ce temps-là se calcule en centaines de milliers, voire un million d'années, dotant la Terre d'un âge, donc d'un vieillissement, en phase avec les bouleversements géologiques et climatiques qui l'ont transformé. Plus étonnant, cette science préhistoire rejoint à l'infini l'autre science qu'on nomme astrophysique, qui dit que la planète Terre, mais aussi le système solaire, de même que l'ensemble de tous les systèmes solaires qu'on nomme l'univers, ont commencé dans le temps, ont commencé avec le temps. Ce double horizon temporel n'a cessé de me fasciner, ayant reçu la chance de pouvoir l'explorer sur les lieux mêmes de mon adolescence, porte du Bois à Abbeville. C'est de cela dont je parle dans mon 8e et dernier poème du cycle de la Mai, auquel j'ai donné pour titre « Le cœur maritime de la Mai ». J'y réfléchis, entre autres choses, sur la rupture géologique qui transforma la Manche il y a environ 8000 ans, véritable Brexit avant la lettre,
par quoi l'Angleterre s'est détachée du continent. Je recours pour ce faire à la notion géologique de sédimentation, écrivant moi-même une poésie sédimentaire et alluviale, déposant les textes par courbes de niveau, comme on voit au flanc des vallées, dont celle de la Somme précisément. Je sculpte mes textes sur le modèle des tailleurs de silex abbeviliens, ou de l'Abbevillien, d'il y a 500 000 ans, qui percutaient la pierre de leur biface pour en dégager le cœur, le cortex. Si j'ai peine à croire que ce soit avec des armes aussi rudimentaires qu'ils affrontaient la faune chaude de la dernière époque interglaciaire, je n'ai en revanche aucun mal à imaginer des hippopotames se baignant dans la Somme. Armé par ce préambule contre le vertige, je saute plus loin dans le temps, vers l'avant, jusqu'au XIIIe siècle de notre ère, à Amiens, au pied de la grande cathédrale de style gothique, alors en chantier. J'ose avancer que ce monument de la foi, édifié dans le temps record de 60 années environ, 1220-1280, n'est pas le seul édifice cathédral de la métropole picarde à mes yeux. Je vois en effet deux autres cathédrales à son côté, certes moins hautes, mais pas moins édifiantes, d'une hauteur de 7 mètres chacune et datant du Paléolithique supérieur. Leur architecte ne fut pas Robert de Luzarches, encore qu'elle montre pas mal d'usure dans leur arche, mais cet architecte anonyme qu'on nomme le temps. Anonyme très âgé parce qu'il a 13 milliards d'années environ, l'âge de l'univers, mais aussi très jeune parce qu'il continue son œuvre invisible sous nos yeux et sous nos pieds. Ces deux extraordinaires cathédrales, bâties d'argile et de craie, je leur rends visite plusieurs fois par an. Je me prosterne devant elles en prière et en pensée, tant elles m'émerveillent. Ce sont elles que je célèbre dans mon cœur maritime de la Mai, la carrière Tellier de Saint-Acheul, la carrière de Cagny-la-Garenne. Visite à la carrière géologique de Cagny, dans la petite banlieue d'Amiens, à quelques pas de Lavre, à Boves, où sont des boves, carrière de craie d'où l'on extrait, l'on équarrit la pierre à cathédrale, il y a Cagny. J'aime le nom, même si le son ne vous plaît pas. Je vous y emmène avec moi jusqu'au talus. Face à vous, vous voyez cette falaise en terre crue, conservatoire du temps depuis 500 000 ans, quelle église vous en donne autant. Asseyez-vous, restez debout comme vous voudrez. Nul sacrifice n'est demandé à vos genoux, ni supplique à vos doigts tenus joints. Admirez le très simple nuancier, terre ocre, terre brune, sienne pâle, terrant sur le blanc craie, 7 mètres d'argile, l'un sur l'autre, déposés, pluie fine. Vous ne dites rien. Comment ne pas taire, en effet, tout commentaire devant ce pur effet de terre? Qu'une affluente fratrie d'art brut nommée Mindel, Ris, Wurm, sculptèrent chacun sur une période de 100 000 ans. Imaginez-vous qu'en peur d'au-delà les changements du climat sous votre toile imperméable à millénaires, jambes croisées en tailleur, tailleur de pierre. Imaginez que plus sur vous les ans, qu'ils vous recouvrissent dans la poussière, votre œil contemplatif se transmuant vitrail vers cathédrale, votre cerveau se ramifiant pommier. À la seconde, une pie y jacasse l'Annonciation. Portrait de l'abbé Henri Breuil, archéologue en Afrique et à Abbeville. Tout petit bonhomme,
coiffé d'un béret, soutane ficelée d'une ficelle, de chanvre, fumant comme un pompier. Qu'alliez-vous ramper à quatre pattes aux cavernes de mémoire, l'hivernal, votre soutane à la taille mal ficelée, à bébreuil, nouveau-né à l'envers? Comment rentrâtes-vous dans le ventre d'humanité à tous notre mère, vous le désobé, le désabé, y sont abbés? Outrepassant Jésus, sa paille, le bœuf et l'âne à la saison des houx. Ouhou, temps perdu, l'abbé. En retard, Balthazar. Vous voici africain, le Darwin à la main, déchiffrant l'origine de l'humain à la face des cailloux. Comment nous, les hommes, nous mîmes debout, bout à bout. Tout à coup, vous butez du pied contre une arête. Éthiopien, Tanzanien, et de vous écrier Abdilien. Car voici qu'à vos pieds s'allonge gisement de silex, qu'à la porte du bois, à Abbeville, c'est chez vous, c'est chez nous, vous aviez nommé tel. Il fallait que ce fût un abbé soutané, surtané, soudané, qui soutint, noiretait et noirtin, que vos os comme les miens depuis la nuit des nuits de toutes les nuits la plus noire, ont le blanc du squelette en commun. Souvenir de Roger Agache dans son Piper Club à double commande. J'en ai fait l'expérience. Et je vous assure que ce n'était pas triste. Cette citation de Roger Agache dans La Somme pré-romaine et romaine, tome 24 des mémoires de la Société des antiquaires de Picardie, 1978, avant-propos, page 20. Quand les premières prospections archéologiques par survol direct ont commencé il y a une quinzaine d'années, tous les chercheurs ont constaté avec émerveillement, que ce soit dans la Somme ou dans l'Aisne, des lignes rouges écarlates de coquelicots se détachant sur le fond vert des céréales et dessinant à la perfection le tracé des fossés remblayés sur les sols crayeux. À 6 heures du matin, volant à plat au-dessus d'un champ de blé en progression mûrissante, tirant sur la double commande fuselage incliné dans la lumière rasante. Non, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Vous débusquez un quadrilatère de coquelicots rouges du plus insolitement rouge qui soit, emprisonnant le blé comme dans nos bouches, c'est fondu, curtis, curtis, la consonance latine des villages qui se terminent en cours, Bellancourt, Flixecourt, Alencourt. Et vous, depuis l'avion, photographiez la désinence fleur rouge au centre de l'immuable plaine Sana Terra, sans terre, terre saine que les colons d'Auguste, Tibère, Claude, Caligula ensemencèrent d'édifices à colonnades, à galeries, à tuiles rouges que les saisons du temps patiemment absorbèrent, digérèrent, menduquèrent dans d'interminablement longues déglutitions de génisses franques, laissant leurs excrétions périmètre des fondations pour que rejaillissent, que refleurissent, cocardière gauloise rouge notre mémoire, et que vous qui tournez autour de vos photographies terrestres depuis la nacelle ciel comme si vous veniez de surprendre Dieu s'échappant tout nu d'un petit fanum de campagne, nous en coiffiez le chef, vous, monsieur l'archéologue des coquelicots, qui nous faites refleurir par le haut, quand d'en bas nous pourrions déplorer la chute des fondations, la mort des cités, la fin des empires. Car qui eût pu dire au passé conditionnel de toutes les syntaxes antérieures qu'existerait un jour une archéologie du ciel, s'appliquant à la terre nourricière, et que mangeant mon pain quotidien avec ma sueur, j'avalasse tout un champ de pavots qui m'endormissent avant que je ne me réveille la tête au lait du halo le plus royalement républicain. Ces deux cathédrales se présentent sous la forme de dépôts de terre apportés soit par le vent des steppes à l'époque glaciaire, soit par les rivières ayant déposé leurs alluvions aux périodes interglaciaires, donc de fonte. Là est pour nous la source d'émerveillement dans le contraste gouvernant deux activités
aussi contradictoire que fondamentale, l'une de consolidation, l'autre de dilution. Car l'eau et la terre, composantes de la même géologie, font que l'une, l'eau, n'est-il pas significatif à ce propos que les noms par quoi l'on désigne les strates géologiques du Quaternaire, Mindel, Riss et Wurm, soient justement des noms de rivières allemandes, viennent délier, solubiliser par son courant ce que la Terre a par ailleurs lié et accumulé dans sa patiente sédimentation. Ce qui me fascine en effet dans l'eau, c'est ce sentiment de dépense perpétuelle, d'inépuisable renouvellement qu'elle communique. Arrêtez-vous au bord d'une rivière quelconque, Mai, Authie, Somme, Canche, demeurez immobile quelques secondes, posez fixement vos yeux sur la vitesse de débit du courant. Je vous défie de ne pas être fasciné par l'évanouissement successif de l'onde dont vous ne pouvez déplorer la perte, puisqu'arrive l'onde suivante qui la presse, la bouscule, la remplace. Il y a quelque chose d'à la fois vertigineux et d'infiniment rassurant dans l'eau, l'image d'un présent éternel, liquide et stable dans sa fuite même. En somme, l'image concrète de ce grand invisible qu'est le temps en accéléré. C'est la solution des contradictions que j'essaie de résumer dans ma formule « archéologie de l'eau », que j'ai exprimée pour la première fois dans le premier tome de la Mai 1988, sous forme d'une interminable litanie ou prière, dont je ne vous lirai maintenant qu'un extrait. L'eau est un plissement invisible. L'eau est un pli dans le sens de la longueur de la terre. L'eau est le pli de la terre qui se déplisse. L'eau est le pli du temps qui s'efface. L'eau est le pli des jours qui se déploient. L'eau lave. L'eau efface. L'eau est l'effacement. L'eau est la terre qui s'efface. La terre s'efface dans un souffle d'eau. La terre s'efface devant la venue de l'eau. Le corps de la terre s'efface devant la rivière. La rivière vient, la rivière s'étire, la rivière s'étire de toute son eau. La rivière se couche dans le lit de la terre. La rivière a un corps. La rivière est une onde. La rivière tourne sur elle-même. La rivière se creuse dans le lit de la terre. La rivière se voûte vers la voûte du ciel. La rivière crie. La terre s'allège du cri de la rivière. La terre s'écoute crier. La terre s'écoute liquide. La terre s'épelle. La terre s'appelle. La terre monte. Elle est le lit du cri de la rivière. Elle est le lit du corps de la rivière. Elle est l'écho du corps liquide de la rivière. Elle est l'ombre de la lumière de l'eau. Je sais qu'on a quelquefois ironisé sur mon goût pour les rivières comme étant manière à peine déguisée de dire mon attirance vers l'autre sexe. Pour ma défense, je fais simplement remarquer que la poésie est une célébration de l'amour depuis toujours. L'une des conséquences paradoxales, quoique bien heureuses, de cette évolution permanente de l'humanité à son sujet, étant que nous revenions aujourd'hui, semble-t-il, bien que ce ne soit pas souvent dit, vers un âge de courtoisie, très fugitivement entrevu au XIe siècle, dans les cours d'Aquitaine et les romans du Graal. Aussi, comment poursuivre mon archéologie de l'eau d'une manière qui n'aille pas à contre-temps, autrement dit à contre-courant du temps? En vérité, la transition avec l'archéologie est venue toute seule à moi, sans que j'aie besoin de bouger. En 2019, à Renancourt, dans la banlieue sud-ouest d'Amiens, où Victor Comont avait déjà travaillé au tout début du XXe siècle, des archéologues ont découvert une fabrique de petites statuettes de femmes sculptées dans la craie. Une quinzaine en tout, vieilles de 23 000 ans, au mieux, l'époque dite gravétienne. L'une en particulier, presque intacte, ressemblait à ses sœurs d'Ordogne, déjà connues, l'Espug, Brassempouy, ou d'Autriche, Willendorf. Vénus de Renancourt l'ont-ils baptisée. Moi, j'aurais plutôt dit Dame de Renancourt, ou Petite déesse de Renancourt. Allez donc voir cette petite femme haute d'à peine 4 cm dans sa caverne transparente au sous-sol du musée de Picardie, que je me suis permis de célébrer à ma manière dans la langue du XXIe siècle.
moi, petite déesse de Renancourt. Je parle à la première personne, c'est mon privilège. J'ai attendu 20 000 ans pour pouvoir dire je. Merci de m'avoir ramené à la lumière du jour, merci de me permettre de dire je au bout de 20 000 ans. J'étais une femme quelconque, je ne suis plus une femme quelconque. Je suis venu vous annoncer que les femmes, elles aussi, ont droit à la résurrection. Je le lis dans vos yeux, mon vieil âge à la fraîcheur de la nouveauté. Vous ne détachez plus vos yeux de moi, je le vois bien. Je souris en moi-même. Je souris rien que de voir vos yeux ne plus se détacher de moi. Qu'est-ce qui vous attire tellement en moi? Je vous rappelle que j'ai 20 000 ans. Serait-ce mes formes? C'est vrai, je suis assez bien conservé. Quoique un peu envahissante, mes formes, vous ne trouvez pas? Apparemment non, vous ne trouvez pas. Je le vois à vos yeux. Je suis partagé entre coquetterie et déception, ainsi rien n'a changé. En 20 000 ans, rien n'a changé. Les formes des femmes vous attirent toujours autant que de mon temps. Incroyable cette aimantation, cette attirance que mon Créateur est aussi, lui le premier. Sinon, il ne m'aurait pas donné vie. Sinon, il ne m'aurait pas communiqué son désir masculin de moi. Les canons de la beauté ne semblent pas avoir tellement changé 20 000 ans plus tard. Les canons du désir explosent toujours aussi bruyamment. La beauté n'existe jamais sans son désir. Je vois que les femmes sont toujours les femmes pour les hommes. Et j'allais ajouter et vice-versa. Mais je n'en suis plus si sûr. J'attendrai un peu pour dire. Nous faisons quand même de drôles d'animaux pour vous. Tout au dehors, tout en sexualité. Les seins pour s'agripper, les fesses pour s'accoler. Totalement fonctionnels, nous les femmes, les sans-têtes. Comme si nous étions sortis d'une imagination masculine bornée. Voici les plans, dit le concepteur suprême à son ingénieur, à toi de les adapter. Lui, je vais au plus court, d'abord je divise en 2 sections, 2 sexes. Il ne restera plus qu'à faire que le courant passe entre eux, du désir, un peu d'aimantation, ils s'emboîteront comme une serrure. Dieu sera content, n'est-ce pas Dieu? Dieu n'est plus là. Il est parti ailleurs, il a d'autres chantiers, d'autres univers à imaginer. Grand cabinet d'architecte, Dieu. Son univers est en expansion, affaire qui marche. Ça doit être complet, omniprésent, à la vitesse de sa lumière. J'ai bien conscience de tout cela, moi, petite femme de Renancourt. Je suis restée assez longtemps enfouie, 20 000 années sous terre. Cela m'a donné amplement de temps de penser, figurez-vous, le temps que me pousse une tête. Je suis même prête à attendre encore un peu s'il le faut, jusqu'au jour où Dieu sera une femme. Installée à son compte, pourquoi pas, avec des équipes d'ingénieurs un peu plus sophistiquées, architecture à reprendre, les seins, le bassin, les cuisses, etc., à reprendre totalement. La tête surtout, la tête en sus des seins, pas seulement la tétée, plus jamais les tétées, moi, sculpté dans la craie par lui, mon créateur. Éperdu de désir, je le comprends, mon homme des steppes, ayant quitté sa Dordogne pour les terres froides du Nord, mon chasseur de rennes, mon pourvoyeur en peau, en fourrure moelleuse pour nuit d'hiver. Je l'imagine passer ses soirées à sculpter sa petite femme, 4 cm de craie, sans que personne le voie, à me faire l'image même de son désir de moi réprimé, mon guerrier du grand fleuve nord où paissent les reines, grand fleuve de neige et de glace nommé Samar, sur la rive duquel il m'abandonnera un jour à même la terre, fuyant quel ennemi, quelle catastrophe subite, quelle guerre, tué par la filée de quelle flèche. Mon graveur gravé tient, juste dû tracer de mémoire sa silhouette sur la paroi, ocre de magnésium, doigt de la main dessinant au charbon. Nous, femmes, ne faisions pas d'image. D'hommes, en ces temps-là, nous tissions, nous entretenions la flamme, c'est déjà beaucoup, nous nous occupions de nourrir les vieillards, les enfants. Le reste du temps, nous rêvions à eux, au loin, nos chasseurs, quand ils rentreraient de leur neige forestière du Nord, les flocons du temps fondant entre nos mains. Nous rêvions. L'eau,
Je l'ai eu devant moi dès la toute petite enfance. L'école où enseignait ma mère était construite au sommet d'une prairie en pente douce vers la Mai, coulant au milieu de ses étangs. Je me souviens avoir très tôt eu des rêves envahis par l'eau qui ont dû imprégner mes sens et mon imagination. L'eau m'a accompagné à travers les années, me donnant l'illusion qu'elle me protégeait d'une armure liquide au milieu des fureurs de la Seconde Guerre mondiale qui faisaient rage dans le Ponthieu, où je suis né à l'hiver 1939. Elle m'avait, pour ainsi dire, rendu invulnérable, m'entraînant vers la baie de Somme où jouer à jamais avec la mer et le sable gratuitement. Je me suis construit par jeu une sorte d'autobiographie liquide et alluviale, sans doute pour me protéger poétiquement de la réalité. Mais je n'ai pas cessé non plus tout ce temps-là d'être conscient de la précarité de l'eau sur Terre en tant que cours d'eau. Au lieu de servir la Mai comme je fais, d'être son chevalier servant, j'ai pris conscience que d'autres que moi s'en servaient, puisant inconsidérément aux nappes phréatiques qui la font ce qu'elle est. J'ai donc écrit un bref post-scriptum à mon cycle de 8 poèmes, une coda, sous la forme d'un carnet intitulé « Je suis une rivière », première personne du verbe être comme du verbe suivre, surveillant avec attention le cours de ma rivière et son débit. J'avais remarqué que la source avançait de plus en plus, qu'elle se tarissait par ponction abusive des nappes, par et pour l'agriculture, mais aussi par et pour le tourisme vacancier des stations balnéaires du Crotoy et de Caen. Plus jeune, j'aurais créé un comité de défense des fleuves du Ponthieu. La Mai, l'Authie et la Canche, réclamant pour elles trois un statut juridique, à l'image de ce que la Nouvelle-Zélande a fait pour la rivière maori Wanganui. Je vous renvoie ma préface. Dans mon carnet, j'ai donc posé 20 gouaches, auxquelles répondent 20 poèmes. À ma manière ingénue, ces 20 gouaches sont ma façon de remercier la générosité silencieuse de ma rivière, comme si la couleur me délivrait du bruit de mes propres mots. 7 ou 8 de ces gouaches que je vous présente, avec modestie, croyez bien, vont apparaître sur l'écran derrière moi, cependant que je lirai quelques lignes des textes où je raconte l'histoire géologique, autobiographique de la rivière. Je suis une rivière. Avec la fonction photo de mon téléphone, je prends plusieurs clichés. Grand cadavre, la rivière, corps vidé de son sens. Pourquoi le souvenir me revient-il des tranchées mal cicatrisées à Beaumont-Hamel ou Notre-Dame de Lorette en Picardie, la guerre n'est jamais finie. Transfusion d'urgence, l'image. Édouard III massacre la chevalerie de Philippe VI de Valois à Crécy, 1346. J'y suis 600 ans plus tard, entre forêts d'où arrivent du sud les troupes françaises et génoises, et Moulin Observatoire du Nord, sur une butte d'où commande ses archers le fameux prince noir. Je prends le parti de la rivière, je choisis le camp de l'eau consolatrice. Après Crécy, la route sinue jusqu'à une voûte d'arbres centenaires abritant un vaste jardin à l'anglaise qu'on croirait fait pour des parties de croquet, de cricket et autres elferies nocturnes. Rayères écluses, cygnes sédentaires, col vert intermittent, roseaux stylisés, éduquent l'impatience naturelle du temps à l'abri d'une bâtisse gothique troubadour, les frères du Toit, que la famille Nicolai a hérité du comte d'Inisdal, dont Louis Fréville, mon grand-père, gérait les baux et les fermages. Grande stupeur, telle soirée d'hiver, où je suis en train de dédicacer le premier tome de La Mai, librairie Philippe Duclerc à Abbeville. Devant moi, tout à coup, la marquise de Nicolai, herself, volubile, presque arrogante. J'ai obtenu que le tracé de la 16 soit déplacé de l'est à l'ouest de Bernay. Impétueuse, cette femme de 85 ans dans sa Volkswagen, qui fut la secrétaire personnelle de Jean Monnet, apprendrai-je plus tard, mon européenne tutélaire. Qu'est-ce qui caractérise le plus précisément la civilisation?
ayant vécu dans le chaos de la guerre et de l'après-guerre, ayant marché au milieu d'Abbeville, rasé, caves d'immeubles remplis à ras-bord d'eau de pluie, béant sous le ciel, je me sens en droit de nous poser la question à tous. Réponse, sans hésitation. La rue. La civilisation commence avec la rue. La rue, comme la rivière, irrigue la ville. Faut-il dire fleuve ou rivière pour la mer? Courant droit à la côte sur 37 km, affluent de personnes, c'est un fleuve. L'appeler rivière permet de ne pas la qualifier de petit fleuve. Nom de la ville qu'elle traverse, qu'elle irrigue, rue. 2 fois la civilisation aux rues de rue. Lilas, lilas de mer, harmonie d'outre-mer et Carmin, Carmin, Carmen, vibrant violon des sables, chante en chœur le rouge, le bleu, violacé, nuancier, céleste, nuanciel. Nous aimons toujours mieux quand le ciel réduit sa distance de lui à nous, qu'il s'annonce de lui-même, qu'il se dépose grand aplat de gouache violette pour les yeux. Les fleurs sont l'immédiat du lointain, un don du ciel que la mer horticole fait rayonner de tout son sel, précipité de ciel en quelque sorte. Sur l'étroite route à peine goudronnée qui se déplie à la lisière d'un bois de pin au-dessus de fossés d'irrigation à sec, où tu viens de croiser à la seconde le héron, levé plus tôt que toi pour sonder ses chances de survie. Tu roules vers l'immense plage de sable de la mer que la mer submerge par 2 marées quotidiennes modérées. Tu es venu voir l'aube, les toutes premières minutes miraculeuses du lever du soleil. Agreste et agraire par éducation, tu aimes à contempler l'apothéose de l'astre caressant la plage à marée basse, la terre en son plus total des nudes mains. Jubile! C'est l'ordre secret qu'intime ce matin la puissante boule de feu, éblouissante à travers des bancs de nuées complices telles des voix de femmes qui entonneraient une passion sous la voûte bleue. Jubile! Pourquoi n'avez-vous jamais rien écrit sur la Somme, me demande-t-on parfois. Vous nous parlez abondamment de la Mai, de l'Escaut, de la Meuse, du Rhin, jamais de la Somme. Pas un assez grand fleuve pour vous, la Somme? La Somme me semble depuis toujours prédestinée par son nom à la théologie. Elle a d'ailleurs eu sa contrepartie théologale, puisque au moment même qu'Amiens levait sa cathédrale, le napolitain Thomas d'Aquin construisait sa propre Somme à la Sorbonne à Paris. Un jour, je me suis dit, depuis une émission sur France Culture, où l'on me faisait parler de la Bible d'Amiens de John Ruskin, traduite par Marcel Proust, je me suis dit qu'il m'appartiendrait d'édifier une somme ni proprement philosophique ni théologique, mais une somme poétique, dont les parties excéderaient le tout. Nous sortions d'un âge 2 fois meurtri par la notion de totalité sous forme des totalitarismes, nazis puis soviétiques. Je constate aujourd'hui avec angoisse qu'il n'est pas sûr que nous en soyons vraiment sortis. Mes maîtres mots à moi, adolescent, furent indépendance et liberté. Ils le demeurent plus que jamais. Je vais vous lire un texte inédit sur la Somme. L'occasion du poème est liée à un événement singulier. J'avais reçu commande d'une préface au catalogue de l'exposition du photographe Thibaut Cuisset sur le fleuve Somme, programmée en septembre 2018 à la MCA. Or, voilà que le malheureux photographe décède brutalement à l'âge de 58 ans. L'exposition prenant soudain un relief particulier. Thibaut Cuisset avait photographié le fleuve Somme
pour le compte de l'Observatoire photographique du paysage. Les photos de l'exposition me furent communiquées et je reconnais que j'aurais dû immédiatement refuser la commande pour incompatibilité esthétique. Pour moi, la Somme et a fortiori la Picardie ne sont pas des paysages. Ce sont des morceaux intimes de ma vie, de notre vie riveraine à tous. Je trouve la notion officielle d'observation du paysage extrêmement superficielle. J'y vois l'expression du centralisme administratif français. J'écrivis donc mon texte sous forme d'une conversation avec Thibaut Cuisset, dialoguant avec son esthétique, n'escamotant d'aucune façon mon désaccord avec sa conception objectivisante du fleuve Somme. La fille du photographe, 2 fois meurtrie par la mort de son père et par la nature de mon texte, refusa que l'éditeur l'imprime en préface au catalogue. C'était très violent, mais c'était légitime, je peux la comprendre. Je rangeai mon poème dans un dossier d'où je l'ai maintes fois ressorti, le taillant et le repolissant selon mon usage préhistorique, pour lui donner la forme d'un dialogue à 3 entre le photographe, un poète son ami et la Somme elle-même, étant évident que je prends les 3 voix successivement à mon compte. Je suis la Somme, du verbe être et du verbe suivre. Je m'identifie à elle. Je la décris se dégageant de toute servitude, exprimant l'irrépressible désir que j'ai au fond de moi depuis toujours de m'échapper, par-delà toutes les prisons photographiques, verbales ou politiques, d'aller jusqu'à l'embouchure des embouchures, vers une baie définitive qui serait l'ouverture absolue, couronnant l'élan de poésie qui me traverse. J'ai longtemps hésité sur le titre, je n'en suis pas encore satisfait à cet instant. Donc, la Somme a plusieurs voix, en pensant au photographe Thibaut Cuisset. C'est lui qui parle, que je fais parler. Curieux l'art de la photographie, l'écriture dans la lumière, par la lumière avec la lumière, l'omniprésente invisible lumière. Vous vous mettez devant un objet, vous le visez de votre œil augmenté, comprimez l'air au fond de votre poitrine, battement de cœur sous contrôle, émotion minimale comme pour un chasseur, votre chance que la cible ne bouge pas. Aujourd'hui, par exemple, on m'a demandé de photographier la Somme. 245 km d'eau, source, embouchure comprise. D'une seule prise? Non, évidemment. Sans quoi, juste du loin un avion, un ballon, un satellite, un drone pour la photographier d'en haut. Petit alevin de rivière, petite truite d'à peine une maille, argentée sur papier argenté. Tiens, l'argent! Somme pour somme, ils m'ont dit qu'ils n'en avaient pas. Photographier l'eau qui coule, c'est gratuit pour eux, ça ne coûte rien. Vous n'aurez qu'à nous montrer vos planches, Montilly, on les encadrera. Il faut s'habituer à l'humour local, on n'est pas très loin de la Belgique par ici. J'ai pris mon auto, mon bar d'or, regardé la météo sur mon portable, à peine m'être constitué une petite somme de livres, c'est le moins. J'ai lu que Petite Somme avait un grand frère belge nommé Escaut, qui sort de terre un peu plus au nord qu'elle, à Saint-Quentin. Avez-vous déjà remarqué comme les rivières se réfléchissent toutes seules par ici, redondent de l'onde, si je puis dire. Somme, somme. Encre, encre. Escaut, écho. Tourner, je tourne. Envers, je vais à l'envers, etc. La Belgique une fois, la Belgique 2 fois. Bon, d'où la Somme est-elle le plus photogénique, d'en haut, d'en bas, du bord? Mon ami le poète m'a parlé d'Oppida. Il est savant, il sait le latin, moi pas. J'ai noté que les gens d'ici disaient plutôt quand César, nettement plus clair. Si j'avais été César, j'aurais en effet placé mes postes de guet de part et d'autre du fleuve en quinconce. Sauf que
Je ne suis pas venu photographier l'histoire. Je ne me prends pas pour le portraitiste des Gaulois, des Romains, pas plus que des matrones fluviales de Renancourt. Trop long, le temps de pause, pas le bon équipement, les bonnes focales, photographe à plat, ça me plaît davantage. C'est plat la Somme, c'est tout plat. J'ai lu quelque part que ce serait la plus grande nécropole de tous les temps, dans la vaste comédie humaine qu'on appelle l'histoire. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait leur musée à Péronne, le musée du Péronnet, non? Pas mon truc, la mémoire. Plutôt l'amnésie, moi. Tiens, l'anagramme d'Amiens, amnésie, vous avez noté? Comme si tous ces paysans, soldats gaulois, gallo-romains, romains, anglais, germains d'invasion ou d'occasion étaient venus semer la graine d'oubli, chacun son tour. J'aime bien qu'on voit l'oubli sur mes clichés. La terre au ras du sol, la nudité brute originelle, la terre, le ciel, le couple de la première heure. Se sont-ils jamais encadrés ces deux-là? C'est pas sûr. Mariage de raison, tolérance polie, dos à dos, trait d'union entre eux, le vert de l'herbe, le jaune colza en mai. Que, troublés par tant de proximité chromatique, les peintres ont oublié de peindre. C'est là que moi, photographe, j'interviens, dans les approximations d'une jeunesse bâclée, parce que même s'il pleut souvent ici, on n'y a pas inventé le déluge, qu'on sache. On y a peut-être vu l'entière zoologie darwinienne, on n'y a jamais construit l'arche de Noé. Trop faible tirant d'eau, la Somme, pas assez tyrannique comme fleuve. Tiens, je vois à l'instant mon ami le poète qui me fait de grands signes avec les bras, comme pour m'inviter à lever les yeux vers le ciel. « Et la cathédrale » me crie-t-il. « Qu'en fais-tu » ? « Quoi, la cathédrale ? C'est pas une forme d'arche moderne, peut-être ? Avec sa nef, ses arcs-boutants pareils à des coques de navire, sa flèche en guise de mât, très haut pointée dans la direction de Dieu. » Pas pour moi, l'ami, non. Je le laisse s'agiter sur sa rive. Trop rigide, ta cathédrale. Trop ancrée, trop amarrée à mon goût, pas assez fluide, pas assez navigante. Assez, vous deux. Assez avec vos commentaires. Assez dites bêtises l'un et l'autre. Moi, la Somme, vous m'assommez. Laissez-moi passer ma route, s'il vous plaît. Laissez-moi m'occuper de la bonne santé buissonnante de mes saules, de mes joncs, la frayante fécondité de mes carpes, de mes brochets, mes tanches. J'affectionne tellement tous ces petits huteaux plantés au milieu de l'eau, au cœur de mes multiples résidences secondaires, mes étangs, du côté de Chipilly, Péronne, Camon, Guicaon, Pinchevalise, où je parle directement aux souchés, aux pilets venus de Finlande et du Groenland. Je leur apprends à redouter la ponctuation sommaire des fusils. Ne cancanez pas trop ni trop fort, je leur dis. Préférez le poème discret. Préférez le parfum de la reine des prés, Meadow Sweet. Accompagnez-moi plutôt jusqu'à l'embouchure du côté des Salicornes, du lilas de mer et des Spartines. J'envie tellement vos migrations, vos vols, si vous saviez, vos visions d'en haut. J'aimerais tellement, moi, Somme, avoir contact direct comme vous avec la lune, les planètes, les étoiles, qui me sent comme une paralytique rivée à son ancestrale vallée glaciaire. J'aimerais tellement m'envoler avec toutes mes impatiences, me dissoudre, me résoudre. Nuages de rosée universelle, abandonnés derrière moi, les hommes avec leurs basses histoires de lin, de chanvre, leurs mesquines cellules sanguinaires qu'on nomme la société, ma Somme les hommes, avec leurs affaires, qui se débrouillent tout seuls après tout. Moi, petite parenthèse d'eau gris bannière innocente, je fais jonc, je fais tourbe, je fais foulque, je fais lien de tout. Tu peux bien m'envoyer tes lumineuses missives posthumes du fond de ta nuit, photographe. Sache que je suis à jamais la matrice officielle de tes images, la réalité, réfléchissant l'univers dans son propre miroir, tête en bas, tête renversée. Moi, liant, moi, déliant, moi, fluent, Somme.
qui n'en finit pas de me soustraire à moi-même, comme aucune théologie n'a jamais su faire. Cathédrale d'Amiens comme Dame de Renancourt furent sculptées dans un même matériau, la craie. Nous, en Picardie, que nous ne le voulions pas, nous sommes des êtres de craie. L'auteur de la seule étude cohérente sur la Picardie à ce jour, hormis petit rappel tout picard que j'étais, Albert de Mangeon, écrivait ceci en 1905. C'est une même roche, la craie blanche, qui forme le substratum de la Picardie, de l'Artois et du Cambrésis. De tous côtés, elle s'étale, d'Arras à Beauvais, d'Abbeville à Laon. Je me sens un peu, si vous me pardonnez, comme le De Mangeon de la poésie, parce que j'aime la science, et qu'à mes yeux, la poésie ne peut pas se passer de la science. La poésie sublime la science. La poésie imagine à partir de la science. J'aime par-dessus tout la science des sols et la science de l'eau, des rivières. J'aime bien apprendre par exemple que la craie picarde est le produit des océans qui l'ont façonnée il y a plus de 5 millions d'années, à l'ère secondaire dite mésozoïque, au Crétacé, de Créta, la craie. Par ailleurs, l'ère des reptiles. C'est pourquoi j'ai tenté à ma façon une synthèse poétique joyeuse entre la craie et l'eau, le solide et le liquide, sous la forme de cette boisson géologique miraculeuse issue des vignes, dont les racines plongent dans les profondeurs du Crétacé, le champagne. Aussi convenait-il, plus que jamais, que je termine ma lecture par mon ode au champagne, qui est une ode à la boisson, certes, mais surtout au temps, à la sculpture de l'insaisissable, mystérieuse matière-temps, sous les formes plurielles d'une petite statuette de femme, comme d'une immense cathédrale, ou d'un poème de sagesse joyeuse. Ode au champagne. Connaissez-vous beaucoup de vins, de boissons qu'on empoigne par le nom, par le pied de verre, par la coupe, par la flûte, qu'on lève, qu'on élève en l'air devant soi tout en levant et levant la voix champagne, champagne. Feriez-vous la même chose avec la bière? Bière. Le Beaujolais, Beaujolais. Le Bordeaux, Bordeaux. Non, à moins d'être ivre au 40e ballon, Alsace, au 40e ballon d'Alsace. On comprend, compatit, l'ascension a dû être pénible. Champagne, le couronnement de l'exclamation, la bulle royale, la bulle papale. Le sacre du gaz carbonique. Non, si. Voyez CO2 grimper par toutes ces échelles comme une population d'anges, comme une course de marins dans la hauteur, les cordages. Champagne, j'appareille. Je navigue dans le temps, la craie. Vous reprendrez bien un peu de mon Trias. Comment trouvez-vous mon Crétacé? Ne faites pas attention à la bélémnite dans le fond. Commence un reptile dans votre champagne? Ah, je le dirai à mon énologue, mon marieur de cépage, il a dû se tromper d'air. Le champagne remonte au Mésozoïque, le saviez-vous? 60 à 200 millions d'années environ, une paille, une bulle. Comment cela, vous avez noté un fond de gymnosperme? Tirez plus fort sur le tuyau. C'est que le temps aura mal dégorgé. Millésimé, mais vous n'y êtes pas sérieux. Millionnisimé, millionicentimizé, Jéroboam, plus Mathusalem, plus Salmanazar, plus Nabucodonosor, bibulé, biblonné, biblionné, faites le compte. Autant que vous voudrez, vous n'y êtes pas. Vos bouteilles ne sont pas assez fortes, 200 millions d'années, le verre explose. C'est périlleux, la préhistoire sous forme liquide. Aïe, aïe. D'ailleurs, voyez le nombre de veuves, les cliquots, les pommeries, les perriers, les deveaux. Il fallait des dames pour prendre le bon chemin, trop vite explosés les maris, trop près des verres, trop proche de la bouteille, de la pression des gaz, juste dû mettre un masque. Vous avez vu l'hécatombe? Les cimetières de croix sur les côtés de la Marne, toute cette armée de buveurs-goûteurs amenés en taxi depuis Paris, paf, boum, hein, mais qu'est-ce qu'on s'amuse! La fête aux Allemands, aux Français directement, à la vigne, à la veine, mise en perce immédiate des fûts, fuite de sang, service des transfusions, du gaz à la gaz directement. Tout cela par amnésie pure et simple du temps.
qu'il aura fallu pour élever, éduquer, tailler, retailler ces petits buissons encordelés à feuilles rouges à l'automne, ces grappes de pinot noir, pinot blanc, travail de craie, falaise mise à sécher, à la sortie de l'océan, passage, repassage, rétamage du même soleil, 100 millions d'années, enfin, nous nous rapprochons du XVIIIe siècle. Mes légers, mes aériens, Mozart, Bach, Voltaire, Diderot, Champagne, vous allez vous ruiner, monsieur Ruinard. Lévis, j'élève mon verre vers le soleil, me monte au ciel avec l'irrépressible respiration des âges, batracien sec, crapaud joyeux, crapahutaire de l'air, nouvelle ammonique monacale. Oui, la lumière, il faut la boire, il faut la croire, il faut aimer la conversion qu'elle accomplit, les yeux, la bouche, dans l'ordre du temps. Chapeau, Champagne. Nous nous décoiffons, nous nous découronnons royalement à Reims. Toutes les fois qu'au lèvres nous portons le breuvage, le veuvage, le coquelicot du sacre carbonique, temporaire, temporel, que la craie créa, vive la création. Champagne. Merci à vous.